André Berkoff, remplacé par moi-même, chers auditeurs. Aujourd'hui, on embrasse bien fort André Berkoff et on parle de cette guerre qui a frappé Israël le matin du 7 octobre vers 6 heures du matin. Le conflit israélien peut-il embraser toute la région? Comment les renseignements israéliens et américains ont-ils pu passer à côté? On en parle avec David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, consultant spécialiste du Proche-Orient. Bonjour David Khalfa. David Khalfa qui est avec nous dans quelques instants. Vous nous entendez? Bonjour David. Bonjour. Tout d'abord, je crois que vous avez des proches sur place. Est-ce que vous avez des nouvelles? Écoutez, j'étais étant chercheur, je suis en contact avec un certain nombre d'experts israéliens. Et en Israël, les liens étant puissants entre la société civile et l'armée, évidemment, certains sont appelés à servir dans les rangs de Tsahal. Voilà, donc j'en connais un certain nombre. Et en particulier un journaliste d'Haaretz, qui est le grand quotidien de la gauche libérale israélienne, qui vit dans le sud d'Israël et qui a subi, donc, comme la plupart des Israéliens qui vivent dans des petites villes et villages du sud du pays, les attaques de groupes terroristes du Hamas. Il a, avec sa famille et ses enfants qui sont en bas âge, été assaillis par un commando du Hamas. Ils se sont cachés pendant plusieurs heures dans leur maison et ils ont été libérés en fait par le père de ce journaliste, qui est un général dans l'armée, qui a 62 ans. Donc il raconte ça ce matin dans le quotidien israélien, c'est assez poignant et ça en dit long sur le traumatisme qui est en train tout simplement de gagner l'ensemble de la population israélienne, qui s'attendait absolument pas à une telle attaque d'envergure. Juste pour que vos éditeurs comprennent, ce qui s'est passé en Israël, ce n'est pas une énième flambée de violence. Ça ne s'inscrit pas dans les attaques, représailles, cette espèce de cycle infini et insolu d'attaques et de représailles. C'est une opération terroriste de très très grande envergure, coordonnée, simultanée du Hamas, qui fait songer d'ailleurs à celle de l'État islamique, et notamment l'attaque du 13 novembre en France. À titre d'exemple, les miliciens islamistes du Hamas ont tué à bout portant plus de 260 civils israéliens, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui étaient venus, qui participaient à un festival de musique électronique. Et donc ça fait vraiment évidemment penser à ce qui s'est passé au Bataclan. Les forces de sécurité israéliennes ont trouvé plus de 260 corps au sol. Ils sont toujours en train de chercher par ailleurs de très nombreux otages, une bonne centaine. Donc c'est un événement assez catastrophique pour Israël, le plus grave sans doute depuis sa création en 1948. On parle du 11 septembre pour les Israéliens. On imagine une onde de choc invraisemblable sur place. Oui, je parlais à l'instant du 13 novembre parce qu'évidemment, pour nous Français, ça fait écho à ce qui s'est passé pour nos proches, pour nos amis il y a quelques années. Et oui, on peut aussi comparer évidemment cet événement au 11 septembre. C'est la stupeur qui règne en Israël. Il y a une espèce d'état de sidération, ce qui est évidemment précisément ce que cherchaient à produire les terroristes du Hamas. Le terrorisme étant évidemment pouvant être défini comme la disproportion entre les moyens et les fins, c'est-à-dire que concrètement, même s'il y a une centaine de commandos islamistes terroristes envoyés par le Hamas et qui ont donc pénétré dans la profondeur du territoire israélien, leur objectif, c'était évidemment de provoquer un choc émotionnel très grand avec, il faut quand même rappeler ce que c'est que l'idéologie de ce mouvement, sa charte fondatrice. Elle appelle à la destruction de l'État d'Israël, à l'éradication de l'État d'Israël par la violence. Donc tous les moyens sont bons pour parvenir à cet objectif. Et terroriser. Exactement, y compris donc le terrorisme. David Khalfa, évidemment, plein de questions. La question qui est le plus posée depuis 48 heures, c'est comment ça a pu arriver. Vous dites on ne s'attendait pas à une attaque d'une telle envergure sur place. Il n'empêche, les services de renseignement israéliens et américains sont parmi évidemment les meilleurs du monde. Est-ce que ça vous semble crédible qu'ils ne savaient rien ?
Bah écoutez, c'est probablement le cas. Vous savez, on vient de citer le 13 novembre, on a cité aussi le 11 septembre. Ça n'a pas empêché, enfin les services français qui sont quand même aussi d'excellentes factures et les services américains donc, qui disposent des moyens les plus technologiques les plus avancés n'ont pas non plus vu venir les attaques du 11 septembre. En fait, le renseignement c'est extrêmement compliqué parce que c'est un travail de fourmi. Il faut non seulement collecter l'information, et ça c'est un puzzle, donc les pièces parfois sont manquantes, ça c'est la première chose, et la deuxième, c'est qu'il faut savoir aussi analyser l'information qu'on reçoit. Et en fait, les Israéliens ont été floués d'une certaine manière, parce que le Hamas, ces derniers mois, était en train de négocier indirectement avec Israël une trêve de longue durée, via une médiation égyptienne et qatari. Ils ont d'ailleurs au passage aussi floué quelque part une menti aux Qatariens et aux Égyptiens parce que ces derniers négociaient justement une amélioration des conditions de vie, des conditions socio-économiques de vie dans la bande de Gaza et donc une trêve de longue durée. Et donc Israël ne pouvait pas imaginer que le Hamas préparait une telle attaque, d'autant que le scénario qui avait été envisagé... Mais on sait que le Hamas n'a jamais été un vrai interlocuteur de la paix depuis des années. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi aurait-il changé ? Oui, mais en fait là on ne parle pas de paix, on parle de trêve, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, c'est un pays qui, dont le territoire est extrêmement exigu, un territoire en taille de guêpe, et menacé de toutes parts par des ennemis acharnés, fanatisés et déterminés. Et le scénario qui avait été envisagé par les Israéliens, c'est une attaque depuis le front nord par le Hezbollah, justement, similaire à celle qui s'est passée d'ailleurs dans le sud du pays, et non pas venant du sud du pays. Donc ils ont été en quelque sorte pris à revers. Ils ont priorisé, vous êtes obligés quand vous êtes à la tête des services de sécurité, de prioriser, si vous voulez, le traitement des menaces. Et donc, David Kalfa, sur ce point, je vous coupe parce que François Hollande a une explication ce matin. L'ancien président de la République française, une erreur de Benyamin Netanyahou a été de poursuivre la colonisation en Cisjordanie, que les colons ont commis un certain nombre d'actes, qu'il a fallu les protéger et donc qu'il a dégarni le front et permis à des terroristes du Hamas d'entrer. Est-ce que vous partagez cette analyse de l'ancien président de la République ? En partie, c'est un peu simpliste, si je peux me permettre, parce que la vague d'attaques terroristes qui a débuté en Israël il y a un an, en mai 2022, elle n'a pas attendu la constitution de cette coalition de droite et d'extrême droite pour faire irruption. Donc ce n'est pas uniquement lié à la coloration politique de la coalition actuelle, mais il n'en demeure pas moins que la gestion de cette coalition est absolument catastrophique. Vous avez des ministres qui sont des clowns, qui sont absolument incompétents. Et en effet, il y a une vingtaine de bataillons de l'armée qui sont déployés en Cisjordanie parce qu'ils font face à des vagues d'attaques depuis le nord de la Cisjordanie avec un effondrement de facto de l'autorité palestinienne. Et donc cette mobilisation des forces de sécurité israéliennes, elle explique assez largement la difficulté, la lenteur avec laquelle les forces spéciales ont été déployées vers le sud pour libérer les otages et neutraliser les terroristes. Donc c'est une explication, mais qui est partielle. Alors il y a une autre question qu'on se pose évidemment, c'est le rôle de l'Iran, l'Iran qui nie tout rôle via la mission iranienne à l'ONU, sauf que évidemment personne n'est dupe. Le Wall Street Journal ce matin affirme que les gardiens de la révolution avaient travaillé dès août avec le Hamas et donné le feu vert depuis Beyrouth lundi dernier. Clairement l'Iran est toujours dans le projet de détruire Israël. On a vu d'ailleurs des chants au Parlement européen quelques heures après l'attaque. En Iran, vous voulez dire au Parlement iranien. Oui. Écoutez, alors, sur l'implication des Iraniens, c'est trop tôt pour dire ce qu'il en est à ce stade. Ce qu'on peut dire à minima, c'est que de toute façon, il y a eu un resserrement des relations stratégiques militaires entre le régime iranien, le Hezbollah d'une part, le Hamas et le djihad islamique d'autre part. Il y a un centre de commandement conjoint au Liban, avec une présence désormais militaire du Hamas au Liban. Donc il n'y a pas de doute sur l'implication du régime iranien. La question, c'est le niveau de cette implication. Il y a une aide financière qui est très substantielle des Iraniens envers le Hamas et les groupes islamistes terroristes palestiniens. Il y a une formation des cadres dirigeants, des cadres militaires
des branches armées du djihad islamique et du Hamas par les gardiens de la révolution du régime iranien. Il y a une aide logistique en termes de renseignement. Donc il y a des liens extrêmement étroits et qui se sont encore une fois resserrés ces derniers mois. Merci beaucoup David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, consultant spécialiste du Proche-Orient. Et on va s'intéresser davantage à la question militaire. Nous sommes en direct avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour général Trinquant. Bonjour. Général, on nous dit, d'ailleurs le même François Hollande, décidément très bavard sur le sujet ce matin, on est plus simplement sur des roquettes lancées, une réplique d'Israël, on est sur une opération terroriste qui ouvre la guerre. Beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui ça va durer. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Mais, si ça dure, c'est essentiellement dû au fait que le Hamas détient des otages dans la bande de Gaza. Par ailleurs, ça tient aussi à la réaction du gouvernement de M. Netanyahou, qui est un gouvernement assez radical et qui va essayer de profiter de l'occasion pour essayer de montrer sa volonté, y compris militaire, de lutter. Donc je pense que, si vous voulez, l'opération qui a surpris absolument tout le monde, aujourd'hui est une opération réussite pour le Hamas, puisqu'on parle maintenant de Gaza, on parle du Hamas, et on parle beaucoup moins des accords d'Abraham et des accords qu'il pouvait y avoir avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est dans ce cadre-là que ça devient une guerre longue. Maintenant, l'amplitude va dépendre en fait de la réaction israélienne, si elle se concentre sur Gaza ou si elle est plus générale. Justement, Tsahal qui revendique ce matin le contrôle total des localités attaquées dans le sud. L'État hébreu qui annonce d'ailleurs le siège de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'Israël est en train de reprendre le dessus ? Alors ça veut dire, de toute façon, si vous voulez, il n'y avait pas de doute possible sur le fait que l'armée israélienne est en capacité de reprendre le dessus. Alors son premier objectif, c'est de libérer le territoire israélien. C'est ce qu'ils annoncent actuellement, c'est-à-dire qu'il y avait probablement encore des terroristes qui étaient infiltrés en Israël, avec probablement des otages d'ailleurs, et que ceci est totalement impossible pour l'État d'Israël. Donc il fallait dans un premier temps réduire ses résistances. Deuxième temps, que le dôme de fer joue son rôle, et avec la diminution du nombre de frappes, on peut penser qu'Israël y arrivera. La troisième phase, c'est simplement d'aller chercher des otages au sein de la bande de Gaza. C'est pas seulement de détruire au sein de la bande de Gaza le Hamas, mais le Hamas se protège avec ses otages. Et donc là, ça va une partie beaucoup plus difficile pour Israël, qui risque de se terminer par des négociations qui vont prendre en longueur. Doit-on craindre justement, Général Trinquant, pour la vie de ces otages, où clairement ils sont là pour être échangés contre des prisonniers palestiniens ? Bien sûr, on doit craindre pour la vie de ces otages de deux façons. Soit parce que des actions, j'allais dire de commando, de force spéciale, vont s'infiltrer dans Gaza pour les libérer. Et il n'est pas impossible que le Hamas exécute les otages avant qu'ils soient pris. On a vu au nombre de morts israéliens qu'il n'y avait aucun doute que le Hamas tuerait des Israéliens si le besoin s'en faisait sentir. Le deuxième point, c'est que dans les frappes qui sont actuellement faites par Israël, compte tenu de l'incertitude qu'on a sur la position des otages, il n'est pas impossible qu'il y ait des otages qui soient à des endroits où est lieu de frappe, et donc que ce soit les frappes israéliennes qui malheureusement tuent des otages dont ils ne connaîtraient pas la proximité ou la localisation. Alors, il y a tellement de questions et évidemment on arrive malheureusement bientôt à la fin de cet entretien. La question que tout le monde se pose, est-ce on peut craindre un embrasement, une extension de ce conflit aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est à craindre dans la mesure où il y a une séparation entre ce que veulent faire les pays arabes, je pense aux accords d'Abraham, c'est à l'Arabie Saoudite, et ce que pense la rue arabe. Et donc il risque d'y avoir une volonté de rejoindre la vue arabe et donc de dramatiser, il n'y a pas besoin de dramatiser, d'ailleurs c'est suffisamment dramatique, mais la situation actuelle. Et puis la réaction du gouvernement de Netanyahou qui veut montrer qu'il est en charge, et on sait que ces méthodes sont plutôt radicales.
Oui, Netanyahou qui était d'ailleurs en difficulté ces derniers temps. Merci beaucoup Dominique Trinquant d'avoir été avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.